Pour bien comprendre la pertinence de la solution chaîne critique, il faut se rappeler d'où on vient en termes de management de projet. Dans les années 50, 1950, les premières approches de gestion de projet ont émergé, de Critical Path Management et de PERT, Program Evaluation and Review Technique. Et celles-ci étaient tout à fait pertinentes par rapport à l'environnement de l'époque, mais ont mal vieilli en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement le niveau d'exigence qu'on a dans le domaine des projets est nettement plus élevé qu'à cette époque-là. Et donc le temps dont on dispose pour terminer un projet et les moyens, les ressources dont nous disposons pour les faire sont bien plus exigeants que par le passé. Et donc essayer de rester dans le mode de production traditionnel dans l'environnement d'aujourd'hui, c'est en fait demander aux gens de courir là où ils marchaient avant. Et dans cette accélération, dans cette course, finalement l'ensemble des organisations tombe en vrille et ça devient une véritable cacophonie. Donc il faut réinventer l'approche même de quand on aborde les projets. Vu qu'il est de plus en plus difficile de terminer ces projets à l'heure et qu'on explose de plus en plus régulièrement les budgets, on cherche à renforcer l'efficacité du management des projets. Et une des façons de faire, c'est de détailler de plus en plus les tâches. Une des dérives qu'on rencontre dès que les projets sont un peu conséquents, c'est d'essayer de traiter encore plus dans le détail. Un projet qui va durer 2 mois ou 2 ans va comprendre 1000 tâches, 10 000 tâches, et des tâches qui parfois ne sont prévues que sur une durée d'une journée. Et on va ensuite, lors de l'exécution, essayer de suivre le déroulement de toutes ces tâches. Est-ce qu'elles sont finies? Est-ce que tout s'est bien passé, etc. Et donc on va avoir une organisation d'administration du projet, de suivi du projet qui est énorme, pouvant consommer 10, 20, 30% des ressources à suivre le projet et donc pas à le faire, à y contribuer. Ce qui va augmenter les coûts et en plus ne va pas permettre, comme vous verrez tout à l'heure, de terminer à l'heure. Vous comprendrez à travers cette série de vidéos les résultats business de la chaîne critique, terminer ces projets à peu près 2 fois plus rapidement, faire 2 fois plus de projets par an ou être 2 fois plus efficace dans la réalisation des projets et, cerise sur le gâteau, terminer à peu près tous ces projets à l'heure. Mais au-delà de ces résultats quantitatifs, il y a un impact qualitatif significatif et qui plaît énormément aux entreprises, qui est d'améliorer les conditions de travail dans les équipes qui travaillent sur les projets. En effet, aujourd'hui, moi qui travaille dans tous les différents départements des entreprises, je considère que ceux qui sont concernés par les projets sont souvent celles qui souffrent le plus, dans lesquelles on trouve le plus de situations difficiles, de burn-out et de conditions difficiles de travail. Donc la chaîne critique permet d'améliorer de manière significative la qualité de vie et de permettre aux entreprises de consacrer beaucoup plus de temps à des sujets très importants comme l'amélioration des compétences, des capacités, des standards, et ainsi de suite. Rappelons si nécessaire où nous en sommes aujourd'hui dans les performances en termes de management de projet. Voici les résultats d'une étude de 2012 par l'éminent PMI, Project Management Institute, qui montre le genre de performance qu'on obtient à travers le monde dans le management de projet. Et vous voyez que les résultats sont décevants. En fait, quelque part aujourd'hui, quand on démarre des projets, on démarre presque perdant. On se dit de toute façon, c'est un projet, et puisque c'est un projet, il va terminer en retard, on va exploser les budgets, et probablement on sera obligé de renier des spécifications d'origine par manque de temps vers la fin du projet. Donc essayons de comprendre pourquoi. Les projets dans leur ensemble ont été décomposés en différentes tâches élémentaires. Et on part de l'idée que si on peut s'assurer que chacune de ces tâches élémentaires se termine à l'heure, eh bien le projet terminera à l'heure. Donc on a un réseau de tâches dans lequel, pour chacune des tâches, on a intégré une marge de sécurité. Par exemple, une tâche dont la durée est prévue de 2 jours de travail, on va rajouter 2 jours de sécurité, de marge, pour s'assurer qu'on est absolument certain de terminer à l'heure. Donc on a un réseau de tâches avec des sécurités partout, et ainsi on se dit qu'on va terminer à l'heure. Et pourtant on le sait bien, on voit le résultat global, ce n'est pas le cas. Donc comment se fait-il qu'avec toutes ces sécurités, les projets terminent néanmoins en retard? Et on va comprendre qu'en fin de compte c'est justement parce qu'on a essayé de s'assurer que chacune des tâches termine à l'heure que le projet dans son ensemble terminera en retard.
Donc le leitmotiv, la culture générale de management de projet, c'est en fin de compte un pilotage serré, un micromanagement par les dates et par les délais d'engagement au niveau des tâches. C'est une véritable tyrannie des dates. Effectivement, le terme anglais est révélateur. A deadline, le délai d'une tâche, vous serez mort si vous terminez après. Alors regardons comment on détermine la durée d'une tâche. La technique la plus répandue, la plus connue, celle qui figure dans les certifications du Project Management Institute, du PMI, c'est la méthode de PERT, Program Evaluation and Review Technique. Pour ce faire, on demande aux acteurs d'une tâche d'identifier 3 temps. Le temps pessimiste, le temps optimiste et le temps probable. Et à partir de là, on mouline ceci dans une formule qui permet de déterminer la durée médiane pondérée, c'est-à-dire qu'on a 50% de probabilité de prendre plus de temps que cette durée et 50% de temps de probabilité d'aller plus vite. Et c'est ça la technique qu'on est censé utiliser. Elle est toute théorique, car effectivement, de mon expérience, on la rencontre très très rarement dans les faits. Et pourquoi ? Parce que, en fin de compte, elle ne survit absolument pas aux comportements managériaux. Elle est juste, c'est pas que la formule contient des inexactitudes algorithmiques, mais elle suppose que la personne est en train de travailler dans un environnement complètement neutre au niveau managérial et politique. Attardons-nous un instant sur la courbe et la forme de cette courbe, car je répète, normalement, la durée d'une tâche devrait ressembler à ceci. Et c'est intéressant de s'en rappeler. Comme vous voyez par sa forme, on peut avoir la chance que la tâche s'est faite très vite, on a pu réutiliser un savoir-faire, on a eu bon du premier coup, je ne sais quoi. Et à l'autre extrémité, ça peut être très très difficile. Imaginons qu'on est en train de concevoir une pièce mécanique. Elle ressemble à une pièce mécanique qu'on avait à faire la dernière fois, sauf que les spécifications de je ne sais quelle tolérance sont tellement serrées qu'on a dû recommencer 10 fois de suite avant d'arriver à la bonne réponse. Donc ça peut prendre beaucoup plus longtemps qu'on avait estimé initialement. Et la forme globale, vous la voyez, elle dit que souvent les choses vont se passer normalement, parfois ça sera très bien et de temps en temps ça sera l'enfer. Et ça, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on constate dans les entreprises. Pour comprendre la différence entre la durée d'une tâche théorique et la durée d'une tâche réelle, prenons l'explication qui est donnée par Eliyahu Goldratt dans son livre justement qui s'appelle Chaîne critique et qui décrit ses comportements. Il évoque 2 différents syndromes, 2 différents dysfonctionnements qui sont à prendre en compte. Le premier est le syndrome de l'étudiant. Et dans son histoire, il prend l'exemple d'un professeur qui, face à sa classe, va donner un devoir et il leur propose de rendre ce devoir une semaine plus tard. Alors, les étudiants râlent, on a un autre examen à telle date, etc., on ne peut pas, etc., etc. Donc ils discutent, ils négocient et finalement, ils décident de leur accorder 2 semaines, non pas une, pour réaliser ce devoir. La question est, combien d'entre eux vont commencer à travailler le soir même sur ce devoir ? La remarque, bien sûr, c'est que très souvent, quand on a plusieurs différentes tâches à réaliser, on va subir le syndrome de l'étudiant, c'est-à-dire qu'on va commencer au dernier moment, ou en tout cas très tard. Et c'est seulement d'ailleurs en démarrant la tâche en question qu'on va découvrir à quel point elle est compliquée ou simple. Et donc, si on va être frappé par Murphy, par un problème, on va le découvrir au dernier moment, on n'aura absolument pas le temps de réagir. Donc voilà, le syndrome de l'étudiant fait que même si on a donné une durée conséquente pour réaliser une tâche, avec une marge de sécurité, vu qu'on ne commence pas tout de suite, on perd une grande partie de cette sécurité. Le deuxième syndrome est appelé le syndrome de Parkinson. Alors, selon les présentations, il est parfois décliné en sous-ensemble, mais je vais tout regrouper sous le syndrome de Parkinson, qui est, vous le savez, la loi qui dit que le travail va s'étaler pour consommer tout le temps disponible. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde des projets ? Imaginons que vous êtes responsable de la réalisation d'une tâche. Prenons l'exemple de développer un morceau de logiciel, un bout de code pour un software.
Donc vous avez à réaliser ce module, ces lignes de code. Une discussion a eu lieu et une estimation a été donnée pour la durée. Vous vous mettez au travail et vous codez la chose. Vous avez de la chance, en réutilisant un code semblable d'un projet précédent, en fin de compte, vous avez réussi à faire le projet, non pas avec les 10 jours qui vous étaient alloués, mais vous arrivez à le faire en 3. Super, bonne nouvelle. Donc, jeune et naïf, vous allez voir votre responsable en disant, voilà chef, j'ai fini, voilà le code. Ah, bon. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que si effectivement il présente donc son travail nettement en avance, son patron va peut-être simplement accepter la chose et poursuivre sans rien changer. Mais ce qui est le plus probable, c'est que la prochaine fois, quand on vient à estimer la durée de cette même tâche ou de quelque chose de semblable, le patron va se rappeler que la dernière fois on est allé beaucoup plus vite que prévu, et donc il va dire on n'a plus besoin de 10 jours. On va accorder seulement 4 jours à la réalisation de cette tâche. Et donc finalement, on refait la tâche, mais cette fois-ci, il n'est pas possible de réutiliser un code précédent, c'est un travail normal. Et donc on ne va pas pouvoir le faire dans les 4 jours, on va dériver et on va terminer en retard. Et si ça, ce n'est le seul problème, il peut aussi en avoir encore plus en aval. Imaginons donc que j'ai donné mon projet avec 3 jours d'avance, le patron a pris la chose et a passé sa ligne de code à l'étape suivante, à la tâche qui doit prendre la suite. L'acteur qui réalise la suite va donc avoir cette tâche qui lui arrive avec 1 semaine d'avance. Et que va-t-il faire? Probablement, il va la mettre de côté et seulement commencer 7 jours plus tard. Parce que normalement, il est déjà occupé à faire autre chose. Donc, il ne peut pas la prendre tout de suite. Et s'il a cette tâche qui est en avance, il en a certainement d'autres dans sa charge de travail qui sont tout juste à l'heure, voire peut-être déjà en retard. Donc, la tâche qui avait pris 7 jours d'avance, en fin de compte, cette avance va s'évaporer, elle va disparaître. Et le projet va reprendre à date. Bref, avec des comportements comme ceci, on est dans un mécanisme infernal dans lequel les avances disparaissent, elles s'évaporent, et seulement les retards peuvent se cumuler à travers le système. Donc toutes les sécurités qu'on avait installées, en fin de compte, ne servent à rien, et c'est ainsi que malgré toutes ces sécurités, les projets vont terminer en retard. Donc nous avons un système dans lequel les avances disparaissent et les retards se cumulent. Ceci est amplifié par le phénomène dit des points d'intégration que tous ceux qui font des simulations de Monte-Carlo dans les projets connaissent bien. Imaginons qu'il y ait 3 tâches qui ensemble vont donner différents livrables qui sont nécessaires pour la tâche suivante. Donc la tâche suivante a besoin d'avoir les livrables de 3 tâches en amont. Qu'est-ce qui peut se passer? Imaginons qu'il y a une tâche qui est terminée avec 3 jours d'avance, une autre qui est terminée exactement à l'heure et la troisième qui est terminée avec 10 jours de retard. Et bien sûr, la tâche suivante ne peut que commencer avec 10 jours de retard. Bref, c'est le pire des différents retards qui va se cumuler à travers le système. Et des points d'intégration sont nombreux dans les projets. Pour prendre un autre exemple statistique, si vous avez 5 tâches, chacune d'entre elles avec 50% de probabilité de terminer à l'heure, la probabilité que vous ayez toutes les tâches terminées est seulement de 3% de terminer toutes les tâches à l'heure. Parlons maintenant d'un autre aspect du management de projet qui est peut-être le principal fléau dans les non-performances. Parlons maintenant de ce qui est probablement le principal fléau dans la performance des projets, qui est les problèmes de multitâches. Il y a différentes façons de l'expliquer, mais une d'entre elles, c'est qu'on peut, avec un logiciel de gestion de projet, faire un nivellement des tâches, c'est-à-dire que s'assurer dans les plannings qu'une personne n'a jamais 2 choses à faire à la fois. En réalité, c'est très rarement fait. On va supposer que les différents acteurs vont se débrouiller sur le terrain. Donc on va planifier qu'une personne va faire 2 tâches simultanément. Donc la personne voyant ça va dire ok, c'est ce qu'on me demande, je vais le faire.
et il prévoit de passer, je sais pas moi, une journée sur le premier projet, le deuxième jour sur le deuxième projet, et ainsi de suite, travailler l'un après l'autre. En réalité, ça va être bien pire que ça parce qu'ils vont se retrouver déchirés par les différents acteurs de chacun des projets, sollicités pour faire quelque chose sur leur projet. Et nous qui faisons régulièrement des audits sur les comportements réels des personnes dans ces environnements-là, il n'est pas rare de trouver que la personne va en fin de compte changer de tâche 60 fois dans la journée. Bref, travailler 5-10 minutes à la fois sur un projet avant de passer à un autre. Et ceci est extrêmement destructeur de performance parce que notamment il y a un temps de setup, un temps de transition avant de reprendre un dossier. Il faut se remettre dans le bain et ça va consommer beaucoup de temps. Dans nos formations chaîne critique, dont ceci est un condensé, nous jouons le jeu du multitâche. C'est quelque chose de très simple. Nous donnons à chacun des participants une feuille de papier, ou plutôt 4 feuilles de papier à graffer ensemble. Sur la première feuille, il y a les lettres de l'alphabet, A, B, C, D. La deuxième, les chiffres pairs, 2, 4, 6. La troisième, écrire la chaîne critique. Et sur la quatrième, les chiffres impairs. Et on leur demande de remplir, en fin de compte, ces différentes feuilles, l'une après l'autre. D'abord l'alphabet, ensuite les chiffres pairs, ensuite la chaîne critique, et la quatrième tâche. On mesure le temps qu'ils prennent. Ensuite, on recommence le jeu, mais en mode multitâche. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire d'abord le chiffre pair, ensuite la lettre de l'alphabet, ensuite la chaîne critique, et enfin le chiffre impair. Et donc, ils tournent les pages, et ils remplissent. Quand on fait ça, juste sur cet exemple, on a le résultat suivant. Le temps qu'il faut pour réaliser l'ensemble des tâches est multiplié par 3. Et pire, on trouve énormément d'erreurs, c'est-à-dire que les gens ne se rappellent plus leur alphabet, ne se rappellent plus les chiffres pairs, bref, on a beaucoup d'erreurs et beaucoup de stress en fait. Et on joue ce jeu parce que je pense que c'est très révélateur des mondes des projets dès qu'on est à gérer des portefeuilles en mode multitâche. Et je répète, je pense que c'est le fléau le plus destructeur dans le monde des projets. Donc voilà l'environnement, voilà le système dans lequel opèrent les différents acteurs. Un monde extrêmement malsain dans lequel il est très difficile de connaître les priorités, dans lequel on vous demande de faire A, ensuite B, ensuite C. Et en fait, on finit par accepter qu'un bon chef de projet, c'est quelqu'un qui est très bon négociateur ou qui a un bon management par décibel ou qui est assez machiavélique pour pouvoir s'assurer que son projet avance plus vite que les autres. Sans parler du projet du patron, le projet, etc. Donc on a une cacophonie énorme. Donc tout ce mode de management de projet est basé sur une idée qui semblait initialement juste et normale, qui est que si on veut terminer ses projets à l'heure, mais il faut s'assurer que chacune des tâches élémentaires constituant ces projets termine elle aussi à l'heure. Mais comme vous voyez, même si en théorie ce serait possible, en réalité on arrive exactement au résultat inverse. Car les gens prennent des sécurités, les gaspillent et on retrouve le système que je viens de décrire. Alors une autre conséquence regrettable de cette situation, où tous les temps sont faux, on ne sait plus si les tâches sont en avance ou en retard, on pointe les temps d'ailleurs n'importe où, c'est celui qui hurle le plus fort qui fait avancer le projet au mieux, et ainsi de suite. On finit par se dire que planifier un projet, avant même de le démarrer, planifier un projet avec diligence et rigueur, c'est perdre du temps, puisque de toute façon, il sera mort avant même que l'encre sèche. Donc on finit par ne plus avoir des beaux plannings. On a des plannings dans lesquels on trouve par exemple qu'il n'y a même plus de rigueur dans l'identification des successeurs et des prédécesseurs des tâches. C'est-à-dire que vous allez avoir des tâches qui flottent dans votre TMS Project sans qu'il y ait un prédécesseur ou sans qu'il y ait un successeur. Très régulièrement, on audite des projets et on trouve qu'il y a 20% de tâches qui sont comme ça perdues dans le système. Autre chose qui est devenue aujourd'hui très répandue, c'est qu'on ne se préoccupe plus d'identifier les ressources nécessaires pour réaliser une tâche. Parce qu'on n'a pas la moindre idée de qui va faire la tâche plus tard, parce que vous avez vu comment les choses vont réellement être exécutées. Et enfin, plus étonnant encore, nous avons régulièrement constaté en regardant des projets
que même les livrables, ce qui doit sortir de telle tâche, ce qui doit entrer dans une telle autre tâche, ne sont pas clairement explicités, et on a donc des vraies incohérences où entre deux étapes d'un projet, il y a quelqu'un qui va dire mais c'est pas ça que je voulais, ou un autre qui va dire mais pourquoi tu me donnes ça, j'en ai pas besoin. Avant de poursuivre et expliquer comment fonctionne la chaîne critique, j'aimerais juste souligner un point important. Les différents éléments, par exemple explicités par le Project Management Institute dans son PMBOK, etc., sur la manière professionnelle de gérer des projets, tout est juste. On n'est pas en train de remettre en cause tout ce qui est écrit sur comment on décrit des tâches, comment on gère les risques et tous les autres éléments du corpus. Au contraire, vous verrez que la chaîne critique vous permet enfin de mettre en œuvre et d'utiliser correctement tout ce qui est prévu dans ce corpus de knowledge. Donc nous avons fait le tour du management de projet traditionnel et nous allons maintenant voir comment l'approche chaîne critique permet néanmoins de reprendre le contrôle de tout ça et de faire en sorte que ces projets aillent plus vite, qu'on en fasse plus et qu'on les termine tous à l'heure.